Si je devais définir Jihad, je dirais que c'est un esprit universel. Elle cherche à comprendre et à se comprendre à travers une multitude de domaines. Sa curiosité, sa capacité à faire plusieurs tafs en même temps, la découverte tardive de son haut potentiel émotionnel, la naissance de son enfant, bref. Il n'y a pas d'âge pour devenir meilleur. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant soir tir d'esprit. Ouais. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir. De ouf. Je sais pas si tu connais un petit peu le concept, mais je pose toujours une question très particulière au début, Ouais. qui est comment va ton cœur, là, maintenant, tout de suite? Ok. Je crois qu'il est apaisé. Ou en cours d'apaisement. En cours d'apaisement. Ouais. Pourquoi tu crois? Parce que ça change Mhm. d'un jour à l'autre. Mais j'ai entamé un travail de fond il y a un moment pour arriver à un état d'apaisement. Bravo, Merci. c'est cool. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand on est à la défense, tout ça. Ça aide pas. Ça aide pas. C'est vraiment pas. Ce que j'aime bien, c'est que tu as pris le temps de répondre déjà à cette question-là. Pour moi, c'est une question assez profonde et les gens n'ont pas forcément l'habitude de cette question. Donc c'est pour ça que j'aime bien la poser. Ça change du ouais, ça va ou quoi, tranquille, tu vois. Ouais, grave. Parce que t'as tendance à dire ça va. Bah ouais, sans vraiment prendre le temps de savoir, tu vois. Ceci étant dit, est-ce que tu peux nous dire qui était Jihad quand elle était jeune ou adolescente? Ouais, j'étais en conflit continuel Avec toi? avec moi, avec mon entourage, avec la vie, Mhm. avec tout. J'étais pas à ma place. J'étais en conflit avec moi-même. Et quand on est en conflit avec soi, on peut pas être en paix avec les autres. C'est intéressant ça. Mm. Et quel processus, quel cheminement t'as entamé pour parler de ça au passé? Je pense que comme tout, le temps déjà il fait son affaire. Tu grandis. Et puis, en fait, quand t'es comme je suis pas une exception, hein, mais quand tu nais en France, que t'as une double culture, que t'as des croyances, que t'as des principes qui t'ont été des principes descendants qui t'ont été inculqués et que t'essayes de te construire parce qu'en même temps, tu vas à l'école, t'apprends des choses. Donc tu réfléchis et puis tu te dis ok, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde? Est-ce que j'ai vraiment la possibilité de garder? Est-ce que j'ai le droit? C'est pas facile. Et puis avec le temps, en fait, la société, elle te voit de plus en plus comme un adulte, tout simplement. Et donc t'as plus cette tutelle intellectuelle et psychologique. Et donc tu peux... C'est comme si ton entourage ou la société, quoi, elle te permet d'exister... par toi-même, et donc c'est à ce moment-là que petit à petit tu commences à faire le tri, quoi. Ok. Alors, si tu pouvais rentrer un peu plus dans le détail concernant justement ce cheminement, donc quand tu dis que tu étais en conflit avec toi-même et avec les autres, c'est à partir de quel âge où tu l'as identifié? Assez tôt. Ouais. Très très tôt. Moi j'ai eu une maturité émotionnelle très jeune. Moi, je suis HPE. Donc c'est au potentiel émotionnel? Exact. Okay. Jamais diagnostiqué. Okay. Jamais diagnostiqué. Je me suis fait diagnostiquer. J'ai 30 ans. Et j'ai été diagnostiquée il y a 8 mois. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc, je ne l'ai jamais su. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de... J'étais tellement en décalage avec tout que je savais qu'il y avait quelque chose qui était... Mais tu te dis, non, t'es pas exceptionnel, tu vois, t'es pas spécial. Et puis même, le fait d'être HPE fait pas de toi quelqu'un de spécial, ça met juste... Ça... C'est des réponses à des questionnements. En fait. Complètement. Ouais. C'est, en gros, je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal plus jeune. Après, ça n'explique pas tout, c'est que j'allais très loin, très vite. Et je trouvais que... Enfin, je sais pas, c'est pas les gens, c'est tout autour de moi suivait pas. J'avais des aspirations qui n'étaient pas celles de mes pères.
J'avais des aspirations qui n'étaient pas, ou un comportement, ou tu vois, qui n'était pas celui attendu par ma famille. Donc en fait, c'est un décalage permanent. Et le fait de se dire, mais est-ce que tout ça fait de moi quelqu'un de mal? Tu vois, c'est un peu le fait que, est-ce que quand j'existe à 100%, vu que je ne suis pas la représentation qu'on attend de moi, que X personnes attendent de moi, est-ce que je suis vraiment une bonne personne, quoi? Eh ben, donc tu rentres dans un espèce de cercle vicieux où tu te remets totalement en question. Et est-ce que au niveau professionnel, parce que tu as parlé aussi du fait de ne pas suivre un petit peu pas les demandes, mais l'objectif que tes pairs avaient de base établi pour toi, est-ce que il y a une perte de confiance en soi quelque part? Ouais, complètement. En fait, on est dans une société où on ne nous encourage pas forcément à être nous-mêmes. Et donc, quand tu as un certain parcours et certaines ambitions et certaines demandes, quand elles ne sont pas en adéquation avec ce qu'on attend de toi à un moment donné de ta vie, bah forcément, toi, tu es tout seul et tu as la masse en face de toi. Donc, forcément, tu te dis que c'est toi qui as un problème. Ouais. C'est pas les autres. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta scolarité par rapport à ça, alors? Ouais, moi j'ai eu une scolarité tout à fait brillante. Ouais, je le dis parce que c'est la vérité. J'aimais beaucoup l'école. Okay. J'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre. C'était pour le coup, je comprenais ce qu'on attendait de moi, c'était assez simple. Donc j'exécutais et puis j'étais plutôt brillante et donc j'ai fait une scolarité vraiment sans encombre, sans embûches, collège, lycée, Sciences Po. Voilà, je me suis jamais pas sentie à ma place à l'école. Tu dis que c'était une évidence, c'est-à-dire que très jeune, tu savais que tu allais aller à Sciences Po déjà? Assez jeune, ouais, aux alentours de 12-13 ans, ce qui est assez jeune pour les gens peut-être de banlieue. Enfin voilà, je savais en fait. Et d'ailleurs, tu as grandi où? À Bondy. Bondy? Ouais. Toute ta vie? Toute ma vie. Ouais. Je suis pas née à Bondy, mais j'ai grandi toute ma vie à Bondy et je vis encore à Bondy. Et Bondy, cette ville, elle dit quoi sur toi? Franchement, je sais pas, parce que comme tu le sais peut-être, il y a beaucoup de quartiers à Bondy. Moi, j'ai vécu à Bondy Sud toute ma vie, dans un quartier sans histoire, franchement. Et pour moi, ça n'avait aucune représentation sociale. Je vivais avec des gens qui avaient des niveaux sociaux très différents. Je vivais avec des gens très divers. Et il y en a qui partaient en vacances toutes les vacances scolaires, ils allaient à Miami, tu vois. Et puis il y en a qui partaient pas en vacances, quoi, qui partaient pas, ou qui partaient une fois tous les 2, 3, 4 ans. Moi, je partais en Tunisie tous les 2 ans. Ouais. Et si tu veux, ça m'a jamais choquée. En fait, pour moi, c'était normal, il y avait des gens différents. Okay. Donc pour moi, ça ne dit rien de moi, parce que je me suis jamais sentie bloquée par rapport à ça. J'avais le RER à 5 minutes de chez moi, j'allais à Paris tout le temps. Et en même temps, voilà, c'était là où j'habitais, quoi. J'ai l'impression que dans ton discours, tu te sentais quand même assez libre, au moins de tes mouvements, de bouger et tout. Je l'étais. Ouais, je l'étais. Je l'étais dans toutes les représentations qu'on peut avoir d'une famille maghrébine immigrée. Mes frères, j'ai grandi qu'avec des frères. Et mes frères plaisantent souvent sur le fait que j'étais la plus libre d'entre eux. Okay. Et c'est vrai, je pense, quelque part. T'étais la plus petite? Non, j'ai un frère aîné et 2 frères cadets. Okay. Je suis au milieu. Mais j'ai jamais été bloquée. Jamais. J'ai toujours été très libre. Et alors, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe entre cette liberté-là et le côté un peu par rapport au HPE émotionnel où t'étais très... Tu vois? Ouais. Totalement. Ouais. C'est que, en fait, personne ne m'a bloquée. Personne ne m'a jamais bloquée. J'ai voulu voyager, j'ai voyagé. J'ai voulu faire des trucs pro, je les ai faits. J'ai commencé très jeune à travailler. Personne ne m'a empêché de rien faire. Mais moi, j'étais sans cesse bloquée par moi-même. Parce que
je ressemblais pas aux autres, parce que comme je te disais, j'avais pas les mêmes aspirations, j'avais pas les mêmes ambitions, je me retrouvais pas en fait. Ouais. Donc le blocage, et je sais pas si c'est pire, parce que les gens qui sont bloqués vraiment, ils savent pourquoi ils le sont. Ouais. Moi, je savais pas. Pourquoi est-ce que je me sentais aussi bloquée? Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment tu as fait pour découvrir que tu étais au potentiel et ce qui s'est passé dans ta tête la veille de découvrir ça? Ouais, alors en fait, moi j'ai eu... ça a duré longtemps, hein, ce truc de ne pas se sentir à sa place, de se sentir à sa place que dans certaines situations qui n'allaient pas durer. Et donc au bout d'un moment, on accepte, hein, on se dit, voilà, c'est pas grave, on a un souci, make the most of it. Ouais. Et donc j'ai été à l'école, j'ai été diplômée, j'ai fait ce que j'ai pu professionnellement, et je me suis mariée, je suis devenue maman. Et en fait, c'est l'arrivée de mon fils qui a... Il y a une année qui s'est passée après mon accouchement. Et je pense que je suis entrée dans une petite dépression, si on peut appeler ça. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, j'ai dit, OK, moi, j'arrive pas toute seule. J'accepte que j'arrive pas à aller mieux toute seule. Et je comprends pas ce qui se passe. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un professionnel. Ouais. J'ai décidé d'aller consulter un psy. Et ça a été, je pense, une des meilleures décisions de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas... Je vais dire folle, mais c'est très fort comme mot, mais qu'en gros, il y avait des explications rationnelles à mon comportement. Ok. À ce que je ressentais aussi. Et on a commencé à se poser des questions. Du coup, à ce moment-là, avec mon psy, on a commencé à décortiquer un peu ma vie, comment est-ce que je me sentais, qui j'étais. Et elle m'en a pas trop parlé au début. Ouais. Elle me posait beaucoup de questions. Et donc, c'est pour ça que j'aurais du mal à répondre à la veille, parce qu'elle m'a dit... elle m'a dit à la prochaine séance, je pense que, en fait, elle me faisait faire plein d'exercices, elle me faisait faire plein de choses, elle me posait plein de questions qui lui ont permis de poser un diagnostic sans que je m'en rende compte. Ok. Ce qui fait que le jour où... Mais moi, je commençais un petit peu à me renseigner et j'avais notion de ce que c'était qu'un HPI, un HPE, un zèbre. J'avais notion de tout ça. Mais en même temps, il y avait ce truc de t'es pas spécial, quoi. Enfin, arrête. Et en fait, le jour où elle me l'a dit, je crois que j'ai pleuré à mon grand âge. De soulagement. Ouais. De me dire... bon, c'est pas terminé, parce que le fait de le savoir va pas faire que dans des situations professionnelles ou sociales, ça va s'arranger. Mais au moins, je sais. Je sais pourquoi. Okay. Est-ce que j'ai du mal avec l'autorité? Pourquoi est-ce que j'ai du mal dans un cadre professionnel très cadré? Pourquoi est-ce que... je sais pourquoi. D'accord. Et après, c'est très personnel, t'es pas forcément obligé de répondre, mais comment ta famille a réagi quand tu leur as expliqué ça? Ils n'étaient pas forcément surpris, okay. Parce que, tu vois, pour le coup, moi, j'ai des parents... mon père est doctorant en philosophie, ma mère est prof. Ils ont toujours su, quelque part, qu'il y avait quelque chose... mais ils n'ont jamais voulu faire de test. Moi, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas testé, pourquoi est-ce que... Okay. Voilà, et je pense qu'ils avaient peur que je me sente... je pense qu'ils n'avaient pas conscience que je me sentais aussi différente, et que du coup, le fait de poser quelque chose sur ce comportement-là, ils avaient peur que je sois aliénée par rapport aux autres, tu vois. Mais ça les a pas forcément surpris, hein. Pas du tout. Et tant mieux. Ouais. C'est cool. Super. Est-ce que tu peux m'expliquer ton choix d'aller à Sciences Po, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que c'était un choix? C'est intéressant, ça, pourra. Ouais, parce que en fait, en ce qui concerne ma scolarité, il
Et c'est une des particularités aussi de ce que je suis, c'est que je suis pas passionnée par une seule chose, en fait. J'ai pas, tu vois, j'ai pas un truc où je me dis ah voilà, c'est ça ma passion, c'est ça ma raison de vivre, et ça le sera jusqu'à la fin de ma vie, et c'est vers ça que je veux. Donc dans ma scolarité, j'étais juste là à faire les choses bien, et je cherchais quelque chose qui ne m'enferme pas dans un domaine d'activité particulier, et quelque chose qui soit d'un niveau d'excellence assez haut. Ok. Donc c'est tout ça combiné qui a fait que voilà, tout en sachant ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire les classes prépa, les écoles de commerce, la médecine, enfin voilà, c'est un peu par élimination, et en disant voilà ce que je veux évoluer dans une école post-bac qui soit d'une renommée très importante, avec un niveau d'exigence académique très important aussi, et qui me permettent d'avoir une liberté. Tu sais, il y a toujours cette notion de liberté chez moi, de liberté de choisir ce que je veux, et même en choisissant après Sciences Po, qui ne m'empêche pas de faire d'autres choses. Ok. Alors, à ce moment-là, quand tu es à Sciences Po, tu es focus sur Sciences Po, ou bien tu commences déjà à faire autre chose? Je fais toujours autre chose. Ouais. Je rentre à Sciences Po, j'ai 18 ans. Je commence à donner des cours à côté. Je travaille pendant les vacances. Donc, je suis jamais focus à 100% sur mes études. Parce que je m'en sors aussi. Parce que j'ai pas besoin. Donc, ouais, je fais toujours autre chose. T'es pas la première personne que j'interviewe qui est passée à Sciences Po, et à Raja, que tu connais très très bien. Ouais. Et j'ai envie de te poser la même question, qui est quand tu arrives à Sciences Po, à la rentrée, on dit vous êtes l'élite de la nation. Ouais. Comment tu le ressens? Moi, je le ressens bien. Ouais. Je le reçois bien. Tu le ressens? Ouais, non, moi, je le reçois. Je rigole parce que je me dis, purée, ils se prennent vraiment pas au sérieux. Ouais. Enfin, ils se prennent vraiment pas pour de la merde. Hein. Mais je le reçois très bien même. Moi, quand j'arrive à Sciences Po, je suis à ma place. Ok. Pour la première fois depuis longtemps. D'accord. Ouais. Et ton relationnel avec les gens et tout, ça va? Ouais. Ouais, super bien. Ouais. D'accord. Plutôt bien. Plutôt très bien même. Je ressens pas le besoin de... Moi, je vivais seule quand je suis entrée à Sciences Po. Je vivais en CTU. Donc, j'avais un groupe de personnes voilà, qui venaient des mêmes quartiers que moi, si on peut dire ça comme ça. Malgré ça, on était tous très, très différents. Ouais. Donc, j'ai eu tout de suite un espèce d'esprit de famille et tout. Et malgré ça, ça ne m'a pas empêché de faire des connaissances en dehors de ces cercles-là. Au contraire. Moi, je me sentais bien. Super. Est-ce que tu estimes que tu as une capacité d'adaptation? Ouais. Ouais. Plus. Ouais, je pense. Ouais. Tu sais, quand j'étais ado, j'étais très timide. Je te disais, j'étais pas à ma place, je me sentais pas à ma place. J'avais très peur du jugement. Donc, je parlais pas. Et je montrais pas qui j'étais. Et je laissais beaucoup les gens parler. Ok. J'ai une anecdote où j'étais en vacances avec une copine à moi. Donc moi, je connaissais ma copine, mais je connaissais pas sa famille, je connaissais pas ses amis. Et à chaque fois qu'on était avec du monde, je ne parlais pas. Okay. Je ne disais rien. Et en fait, passer des années à faire ça, t'apprends à décrypter plein de choses. Les gens, les signes... Et du coup, tu sais t'adapter. Tu sais quoi dire en présence de qui, comment parler en présence d'un autre. Ouais. Aujourd'hui, c'est une force. Grosse, je te rejoins totalement. Ouais. Je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis. Moi, j'étais un grand timide aussi, tu vois, très observateur, toujours. Ouais. Même aujourd'hui, quand je suis dans une salle ou n'importe, je me mets toujours derrière. Et j'observe, je regarde, je prends mon temps. Et ça me dérange pas, tu vois. Oh ouais, moi non plus. C'est bien. C'est bien, ouais. On est bien. Ouais, on est bien entre nous, on est bien. Je vais commencer à voir si je suis au potentiel, moi aussi. Ouais, tu devrais. Qu'est-ce qui se passe après Sciences Po, alors? Après Sciences Po, je suis criblée de dettes. Ok. Pour être honnête, je suis criblée de dettes, je sais pas quoi faire. Pourtant, tu travailles pendant les études, t'as de quoi? Sciences Po, c'est payant?
Moi, j'ai pas payé. D'accord. Moi, je payais pas. Mais j'avais contracté un prêt étudiant pour aller à l'étranger, parce qu'on a une année à l'étranger. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, j'étais pas très bonne gestionnaire de l'argent. Voilà, je vivais au-dessus de mes moyens. J'étais plutôt ce genre de personne. Et donc, quand je dis criblée de dettes, j'abuse, mais j'étais endettée. Et mine de rien, ça met une pression psychologique. Et je ne savais pas quoi faire. En fait, j'ai fait un stage de fin d'études qui m'a montré tout ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire être dans une boîte pour être dans une boîte, pour le nom de la boîte, faire des trucs intellectuellement pas très intéressants, devoir être au bureau de 9h à 18h30 parce qu'il faut. Alors moi, ça, je ne comprenais pas. Je ne comprends toujours pas, d'ailleurs. Et j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai pas fait 5 ans d'études pour ça, quoi. Non. Donc, je rejette un peu tout ça. Et justement, je m'appuie sur ce que j'ai fait à côté pendant 5 ans, c'est-à-dire beaucoup d'animation, beaucoup de voyages et beaucoup de cours particuliers. Okay. Et je me dis, c'est là que je me sens utile. Et du coup, je deviens prof. Ok. Ouais. Prof d'anglais ? Prof d'anglais. Prof d'anglais dans des lycées de la Seine-Saint-Denis. Et j'adore. Parce que je gagne des sous. T'as des vacances ? J'ai des vacances, ouais. Puis plutôt pas mal, tu vois, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans, j'avais mes pairs du marketing et de la communication qui trimaient comme des malades, 60 heures par semaine pour 1600, 1700 euros, tu vois. Et moi, je travaillais 18 heures dans la semaine. Je gagnais plus de 2000 euros. Enfin, j'étais pas à plaindre, en fait. Et puis, j'avais du temps. Moi, c'était le must. J'avais du temps pour faire autre chose. Tu vois, je suis toujours en recherche de ce que je peux faire à côté. Donc, c'était mon activité principale. Et je faisais autre chose. Alors, justement, j'aimerais bien que tu dises un peu ce que tu faisais d'autre en parallèle de prof. Mais surtout, comment tu trouvais ces choses à faire ? Est-ce que c'était de la pure curiosité que tu cherchais ou est-ce que tu tombais spontanément sur quelque chose et que tu disais tiens je vais essayer ? Comment ça se passe ? Moi, à ce moment-là, je fais plusieurs choses. J'ai quand même, comme je te disais, ma dette, elle n'est pas anecdotique dans mes choix parce qu'il faut que je rembourse aussi. Je n'ai pas envie de rembourser en 10 ans, j'ai envie de rembourser en 1 an. Donc, c'est un sacré challenge. Donc, je prends un deuxième boulot alimentaire, pour le coup. C'est marrant parce que des fois, j'ai des élèves qui me voient en train de faire des milkshakes, en train de passer la serpillière et tout. Enfin, c'est marrant, mais moi, ça me dérange pas. Tu vois, je suis prof le jour, je suis barista le reste du temps, ça me va. Et puis, je continue de donner des cours, toujours, particuliers. Et puis, à ce moment-là, je commence à me dire, quand même, j'ai pas fait 5 ans d'études pour ne rien faire de ce que j'ai appris. Et puis, j'aime quand même ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de marketing et de la com et de la stratégie de communication. Et là, je commence, jeune adulte, tu vois, je commence à beaucoup sortir, quoi. Aller au resto, partir en vacances. Et donc, je rencontre beaucoup de gens qui ont des business et qui ne savent pas forcément comment, tu vas communiquer autour de leur business, Et donc, moi, tu vois, ça découle peut-être de tout ça, mais je me lie beaucoup avec les gens. J'aime beaucoup leur parler, j'aime beaucoup écouter leurs histoires. Et donc, je discute beaucoup avec les gens. Et puis, au bout d'un moment, je me lie d'amitié avec des restaurateurs, Puis, je leur dis, voilà, moi, je peux vous aider à faire ça, je peux vous aider à faire ça. À ce moment-là, je ne sais pas que je suis en train de devenir auto-entrepreneur, ou tu vois. Je ne le sais pas du tout. Pour moi, c'est écoute, je peux te faire ça, ça me prend tant de temps. Ouais, tu vas me rémunérer tant. Et puis voilà, je comprends pas, j'intellectualise pas ce que je suis en train de faire. Mais je le fais. Donc, c'est même pas de la curiosité, c'est plus des rencontres qui font que ça se transforme après en relations pro. Que je considère même pas comme des relations pro à ce moment-là. Hein. Pour moi, c'est des hobbies, quoi. C'est un truc que je fais, ça me rapporte un peu de sous, c'est cool. Ok. Et tu décides de professionnaliser ou pas ? Pas tout de suite. Ouais. Parce que je me sens pas légitime. Tu vois, il y a toujours ça qui... Toujours. Ouais. Je me sens pas légitime. Donc, je le fais toujours. C'est un peu un side hustle, tu vois, que j'ai à côté. Mais j'ose jamais me présenter en tant que consultante ou en tant que... Encore aujourd'hui, alors ? Aujourd'hui, non, ça a changé. Ça a changé, ouais. Okay. Mais ça m'a pris... Et puis après, c'est peut-être pas plus mal, tu vois, Mais c'est de dire, quelqu'un de jeune, il n'a pas le droit de se positionner en tant que
pas expert, mais tu vois, en tant que Ouais. consultant, à son compte, quelqu'un de sérieux qui peut défendre ses intérêts. J'avais toujours l'impression de devoir être validée par Ouais. une entité plus haute. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Le switch s'est fait comment alors? Euh, Je pense que il y a beaucoup de choses qui reviennent à ça, mais je pense que c'est quand je suis devenue maman. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais je pense que quand tu expulses un être humain de ton corps, que tu as fabriqué toi-même, tu te dis, en fait, je peux tout faire, donc j'emmerde les gens. Et pourquoi est-ce que j'attends... Enfin, tu vois, personne n'est venu le fabriquer avec moi. Enfin, si, mais c'est tellement ouf quand y penses que vraiment, je me dis, mais attends, j'ai fait ça toute seule. Et moi, je vais laisser des gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils sont en train de faire me dire ou me donner une légitimité. Non. C'est une grosse épreuve, hein, l'accouchement. Ouais. Très Ouais. sous-coté. Ouais. Moi, j'ai pas d'enfant, tu vois, mais j'ai parlé avec beaucoup de potes qui m'ont dit c'est une nouvelle émotion. Ouais. C'est fou. C'est beau hein, de dire ça comme ça, c'est une nouvelle émotion. Parce que les gens disent souvent c'est une nouvelle vie. Non, c'est ta vie, c'est la même vie. Elle est différente, comme à chaque stade de ta vie, tu vois, les études, le travail. Mais c'est vrai, c'est des nouvelles émotions. C'est fou. Ça donne envie d'avoir des enfants, ça. Je recommande. Vraiment. C'est intéressant de savoir que le fait d'accoucher peut donner confiance en soi. Ah ouais. C'est la première fois que j'entends une femme me dire ça. Mais j'étais instoppable. Ah ouais. Et d'ailleurs, toutes les belles opportunités professionnelles, toutes les choses que, tu sais, j'engageais timidement pendant 4-5 ans, où je me sentais un peu ramée professionnellement. C'est marrant parce qu'on dit toujours, tu sais, qu'un enfant, ça enfin, c'est pas que ça ralentit ta carrière, mais forcément, ça t'adapte, tu vois, faut que tu t'adaptes, surtout pour une femme, c'est catastrophique, tu t'arrêtes, t'es enfermée dans ce rôle et tout. Et moi, ça a été le contraire. Pas sans conséquence, forcément, hein, mais ça m'a fait exploser. Une révélation? Ouais, même plus que ça, c'est que j'ai eu beaucoup d'opportunités professionnelles Okay. après. Est-ce que c'est parce que justement, tu vois, j'avais changé d'attitude vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres? C'était ma question, est-ce que c'est la posture qui a changé? Je pense que c'est la posture qui a changé. C'est obligé parce que quand tu deals directement avec des gens, les gens voient qui tu es, tu vois. Tes compétences, elles ont une aura limitée. Les gens, après, ils font confiance à la personne. Et est-ce que avant l'accouchement, tu cherchais justement à avoir cette posture, Ouais. Mais et comment J'y t'as... arrivais pas. Ouais. J'y arrivais pas parce que je pense que je cherchais à être validée par quelqu'un au-dessus de moi. Par un mentor, par un boss, par une boîte, par un nom, et comme je travaillais souvent seule, et comme j'étais prof depuis longtemps, tu vois, j'avais pas cette validation. Donc je m'empêchais de... Est-ce que en fait, t'as assumé ton authenticité quelque part? Est-ce que c'est ça? Ouais. Ma singularité. Je dis souvent que je suis une personne clivante, ce qui est vrai. Je pense que j'ai assumé ça aussi. Le fait que je pouvais pas plaire à tout le monde, que j'avais pas forcément envie de plaire à tout le monde, que je pouvais pas travailler avec tout le monde, que j'avais pas forcément envie. J'ai assumé tout ça, ouais. Ok. C'est quelque chose qu'on dit de manière très négative, tu sais, aux gens. Mais c'est surtout aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce schéma-là dans leur tête, mais qui ne l'assument pas non plus. Oui. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de pudeur, ou tu vois. Ouais, parce que tu sais, il faut être très lisse dans la vie. Et moi, je t'ai dit, j'ai été élevée avec des garçons. Je pense que j'avais le comportement le caractère le plus trempé. On m'a jamais dit reste à ta place parce que t'es une fille. Okay. Ça, c'est un truc que j'ai jamais entendu en grandissant, etc. Mais c'est la société qui me l'a renvoyé beaucoup. Et moi, je comprenais pas. Et au-delà de dire sois lisse parce que t'es une femme, on me dit sois lisse parce que faut être lisse, quoi, dans la vie. J'avais pas envie. Ça renvoie des traditions,
plein de trucs, quoi. Et quand je dis tradition, c'est au sens large, hein, pas forcément notre communauté. Hein. Ah ouais. vois, Ça existe dans le monde occidental aussi. Bien sûr. Même les pubs, les trucs comme ça, tout ce qui est inconscient, ça joue énormément sur vous. C'est fou. Hein. Tu sais, parfois, je me retrouve dans des discussions où je me rends compte que vous-même, entre femmes, vous êtes beaucoup plus dur et plus sèche parfois que nous, en tant qu'hommes, envers une femme. C'est Même vrai. en termes de jugement, de stéréotypes, de plein de trucs. Hein. C'est fou. Franchement, c'est fou. C'est la réalité. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire... Alors, on va essayer d'être un peu plus concret dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Tu gères un blog. Ouais. Tu gères... t'as quelques followers quand même sur Instagram. Ouais. Et tu commences à écrire aussi sur l'histoire de ton père, il me semble. On va essayer de reprendre chronologiquement. Comment ça s'est fait tout ça? Est-ce que ça s'est fait en même temps? Est-ce que c'est... Encore une fois, je repose la même question, mais est-ce que c'est des déclic? Est-ce que c'est quoi? Moi, j'ai toujours écrit. Ok. Tu sais, comme j'avais un trop-plein d'émotions quand j'étais jeune, enfin même encore aujourd'hui, et que quand je le verbalisais souvent mal, mes parents m'ont encouragée à écrire quand j'étais petite. Ils m'ont toujours dit, si tu n'arrives pas à parler, écris. Et par exemple, quand j'étais en dispute avec mes parents et qu'on ne se parlait pas, et que je devais demander pardon ou quoi, je parlais pas, j'écrivais. Je glissais des petits mots sous les portes de la chambre de ma mère et tout. Et donc l'écriture a toujours été très cathartique pour moi. Mais du coup, très personnelle. Jamais je me suis imaginée, tu vois, écrire pour les autres. Et en fait, assez vite, au moment où les blogs ont commencé à devenir vraiment intéressants et que ça a fait un petit boom et tout, donc dans les années 2010 à peu près, j'en lisais pas mal et je me disais, mais moi aussi, je peux... En fait, j'ai des choses à dire. Donc c'est là, vers 2014, que j'ai lancé mon blog. Au départ, tu vois, sur des sujets pas superficiels, mais j'avais un message et j'essayais d'utiliser ce blog-là pour le faire passer. Mais je parlais de rien de personnel parce que j'ai été élevée dans cette... dans cette culture pas du secret, mais de la pudeur. On parle pas de soi, on parle pas de sa famille, on parle pas de son histoire. Et si bien que moi, je savais de mon histoire ce que j'en savais sans poser de questions, parce que j'ai jamais posé de questions. Et puis les années passant, tu vois, les gens s'attachent à ton style d'écriture, et puis je commence à écrire professionnellement aussi, pour les autres. J'écris des articles. Pour le Bondi Blog, j'écris, je commence à faire du storytelling pour les entrepreneurs que j'accompagne. Donc j'écris professionnellement. Donc ça me donne une espèce de légitimité dans mon écrit que je trouvais personnel, tu vois. Donc c'est très chronologique en fait, et c'est une suite logique. C'est une suite logique. Tout a été une suite logique, mais j'ai jamais voulu tout parier dessus parce que c'était trop personnel et je me disais que si ça fonctionnait pas, ça allait trop m'anéantir. Okay. Et au bout d'un moment, au fil des voyages que je fais avec mes parents, je commence à poser des questions. Tu vois, je deviens un peu plus adulte, je me marie, donc je me sépare un petit peu du cocon familial, donc ça me donne de la distance, ça me donne de la légitimité encore pour poser des questions. Et là, je deviens maman, encore, et je me dis, mince, j'ai envie de raconter à mon fils son histoire. Et son histoire, c'est pas que moi, en fait. C'est moi et c'est ses grands-parents, donc c'est mon père et ma mère. Et tu sais, j'entends souvent dans les discussions de famille des bribes d'histoires. Et je les trouve extraordinaires. Et je me dis, c'est pas parce que c'est mes parents, mais c'est parce que, objectivement, ces histoires-là, elles sont extraordinaires. Et je me dis, il faut que je commence à écrire. Donc, cette idée du livre, elle est assez ancienne. Mais encore une fois, pour qu'elle fasse son bonhomme de chemin, pour qu'elle devienne légitime déjà pour moi, ça a mis des années. Et j'ai commencé à l'écrire il y a 1 an. Ok. Donc, tu vois, le processus est très long. Ouais. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il verra le jour. Bientôt, j'espère. Je te le souhaite. Ouais, j'espère. Et là, je me dirais, j'aurais passé un step parce que j'aurais écrit professionnellement sur un truc perso.
C'est fort. Ouais, et C'est pour très moi, la boucle est bouclée à ce Ouais. moment-là. Tu vois. Et alors, comment tu fais? Tu parles à ton père, tu voyages un peu pour voir, comment ça se passe? Bah, j'écris sur l'histoire de mes parents. Donc mes parents sont tunisiens. Donc je vais en Tunisie depuis que je suis petite. Donc je connais très bien. Je vais en Tunisie seule depuis quelques années aussi. Donc je parle beaucoup maintenant avec les gens parce que je suis toute seule. Donc je parle beaucoup avec mes tantes, mes oncles. Enfin voilà, je m'imprègne. Ouais. C'est ça mon processus d'écriture. Ok. Je m'imprègne beaucoup. Je laisse les sentiments un petit peu se stagner chez moi. Et puis dès que ça fait sens, bah, je le redirecte D'accord. en mots. Ouais. Et puis maintenant sur des faits, bien sûr, parce que c'est très factuel, je pose des questions, beaucoup, ouais. Donc je leur demande de me raconter tel événement, tel truc. Et j'ai de la chance parce qu'ils racontent. Ça allait être ma question. Est-ce que justement ils te le disent? Est-ce qu'ils gardent cette pudeur aussi? Pendant longtemps, ils ont gardé cette pudeur. Pendant très longtemps. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, parce que je suis pas forcément dans leur tête, mais là, ils racontent. Et est-ce que tu as observé un changement dans leur posture depuis qu'ils commencent à te raconter ces histoires? Vis-à-vis de moi? Vis-à-vis d'eux-mêmes, vraiment, ou dans leur relation en général Pas forcément. Pas forcément. Mais déjà, rien que le fait qu'ils acceptent de raconter certaines choses personnelles, là où mon père et ma mère ont des visions différentes, mais là où, par exemple, mon père me raconte des choses très personnelles, et il le sait, destiné à être publié, j'espère, pour moi, c'est extraordinaire. Ouais. Ça fait preuve de... J'ai l'impression qu'ils sont en train de boucler une boucle aussi. C'est cool. Franchement, j'ai hâte de lire. Vraiment. Là. J'ai la pression. Non, ça va être bien. Bah, franchement, ouais, ça s'entend en fait. Il y a pas plus... à partir du moment où tu fais les choses avec sincérité et authenticité, vraiment, je pense que ça peut être que bien. Et d'autant plus que justement, la communauté arabo-occidentale a besoin de ça. Tu vois. Parce que nous, ça nous éduque et c'est important aussi pour pour nos enfants, nos futurs enfants et tout. Je pense que c'est vraiment un pas très très important. Bah ouais, tu sais, moi je suis fille d'immigrés, donc je suis deuxième génération. Je suis née en France. Mes parents ont vécu 25 ans en Tunisie. Mais mon fils, il est fils d'une franco-tunisienne qui est née en France et qui a vécu toute sa vie en France. Là où moi, je sens et je connais ma part d'orientalisme, si je peux dire ça comme ça, ou de maghrébisme, enfin j'en sais rien, tu vois, là où ça fait beaucoup partie de mon identité, parce que je vois tout de suite les différences, je vois les différences entre les premières années de ma vie, les premières années de vie, les premières années de vie de mon fils. Et donc je me dis, s'il n'a pas, il n'est pas le seul, mais s'il a pas quelqu'un pour raconter l'histoire, son histoire à lui, s'il n'arrive pas à la retrouver quelque part, il va lui manquer quelque chose. Ouais. Il a de la chance, il a ses grands-parents. Pour très longtemps encore, j'espère. Mais la vie, elle n'est pas éternelle, tu vois. Bien sûr. Et moi, où j'ai commencé à avoir besoin de réponses à 16 ans, 18 ans, 20 ans, est-ce que lui, il sera en mesure de les avoir tout seul à ce moment-là? C'est pas sûr. Donc, je veux lui donner l'occasion de les avoir. Et t'as bien raison, bravo. Franchement, merci. Lourd. À travers ton parcours, là, est-ce que tu considères que tu te cherches encore? Moins, mais oui. Là, je dirais que je suis plus en phase de recherche. Je pense que je suis en phase de faire. Ok. Tu vois? C'est que je pense que je sais à peu près qui je suis. Je sais à peu près ce que j'ai envie de faire. Et que là, dans les années à venir, dans la décennie à venir, si on vit, bah c'est le moment de faire. Ouais. On va faire juste un petit retour par rapport à Sciences Po. Et ce sera la dernière question par rapport à Sciences Po. Mais... Ah, tu peux, je l'ai bien vécu. Hein. Ouais. En fait, c'est l'une des premières questions que j'ai écrites. C'est aujourd'hui, est-ce que Sciences Po, ça a apporté quelque chose, ou bien est-ce que tu penses que même étant ailleurs, t'aurais pu être là où tu es aujourd'hui?
Ah, je pense que j'aurais pu... Oui, j'aurais pu en étant ailleurs. J'allais dire peut-être même plus, mais j'en sais rien, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de Sciences Po et autour de ce que tu vas faire après Sciences Po. Mais là où ça m'a vraiment apporté quelque chose et où aujourd'hui je capitalise dessus, c'est le nom, en fait. Ouais, je suis une alumni de Sciences Po, avec tout ce que ça représente chez les autres. Ouais. Chez moi, ça représente pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. C'est une école. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens. Mais chez les autres, ça a un poids. Et donc, là, j'ai envie de me servir de ce que ça représente chez les autres. Ok, ça marche. Tu sais quoi, je suis super content parce que avant d'enregistrer, je te disais que je savais pas trop quel parallèle utiliser dans la culture urbaine et tout. Et je suis très content, mais j'espère que ça va te plaire. Ouais, vas-y. Si je te parle de Salvador Dali. Ouais. Tu sais quoi sur lui? Moi, je connais de Salvador Dali sa personnalité absolument explosive. Ouais. Et si je te comparais à lui, plus ou moins, t'en penses quoi? Ouais, c'est pas idiot. Et tu sais pourquoi? Dans tes yeux, non. Moi, je dirais que c'est parce que moi, quand je regarde ses œuvres, je sais pas où il va, mais ça raconte plein de choses en même temps. Ouais. Et j'adore. Ouais. Et ben, tu vois, en une phrase, t'as résumé. Tu sais pas où il va. Ouais. Toi, au début de ta jeunesse, tu savais pas où t'allais non plus. Tu savais pas forcément à quoi t'étais prédestiné. Peut-être que là, ça va changer aussi. Mais t'as cette confiance qui fait que tu permets justement d'aller là où tu veux. Lui, son histoire, en fait, déjà, elle commence à sa naissance. Ouais. Parce que il naît 9 mois après le décès de son grand frère. Ouais. Tu vois? Donc, à partir de ce moment-là, il explique aux gens que c'est son grand frère qui a réincarné d'après ses parents. Déjà, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de profondeur spirituelle qui émerge en lui. Et là où il est très fort, c'est qu'il a étudié aux Beaux-Arts à Madrid, mais surtout, il a été très curieux, c'est-à-dire qu'il a fait, comme peinture, il a fait des toiles impressionnistes, réalistes, il a fait du cubisme aussi. Ouais. Il a été photographe, sculpteur, réalisateur, chanteur. Donc le mec, à n'importe quel moment dans sa vie, il a toujours été curieux et il est toujours parti au bout des choses. Et en fait, moi je pense que c'est pas forcément toutes ses œuvres, même si dans certaines de ses œuvres, il y avait des sens cachés, qui étaient totalement folles. Il a toujours été authentique, il a toujours assumé qui il était. C'est vrai. Et surtout, moi, je pense que l'une des plus belles œuvres, même si je le connais pas autant que ça, tu vois, c'est lui, c'est son branding, tu vois. C'est vrai. Avec sa moustache, son extravagance et tout. Avec son look, avec qui il est. Ouais, c'est ça qui est fou. Et je suis tombé sur un site, je crois que c'est un site qui vend des petits bijoux version Salvador, etc. Mais je vais te lire le passage. Alors, le site, c'est chachagalerie.com. Voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Je vais juste lire le dernier paragraphe à propos. Ils disent que certains sont surpris de constater qu'ils sont devenus étrangement craintifs, mais de quoi ils ne le savent pas. Quelques-uns trouvent une protection dans le rire, d'autres pensent que Dali les a compris, peut-être mieux qu'eux-mêmes. Pourtant, l'art de Dali dépasse la compréhension, car c'est un processus beaucoup trop rationnel pour expliquer le niveau inhabituel d'empathie entre son travail et le moi intérieur des spectateurs. Donc voilà un petit peu ce que ça m'a inspiré. Ouais, je me sens flattée là. Ah ouais, ouais, j'ai une capacité à flatter les gens. Et je vais juste finir avec une dernière question. Tu vois, comment il s'appelle Sayan Soup. Non. Comment il s'appelle? J'ai oublié. La musique, je fais le bilan. C'est qui déjà? C'est les Nègres Marrons. Les Nègres Marrons. Oh là là. Je le dis dans tous les podcasts et là j'oublie. Les Nègres Marrons. J'adore cette chanson. C'est vrai. Tu vois, ça te renvoie à quoi les souvenirs et tout? Depuis très longtemps. J'aime trop cette chanson. Et en plus, ce qui me tue dans le clip, c'est qu'ils sont censés avoir 30 ans. Ils sont habillés comme des mecs de 80 piges, tu vois. Aucun sens. Mais si toi tu devais faire le bilan aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait que
malgré toutes les douleurs, je vais dire ça, parce que même si j'ai pas vécu d'énormes tragédies, Dieu nous en préserve tous, je trouve que la vie c'est douloureux parfois dans sa construction, et ben que malgré toutes les douleurs, c'est quand même une sacrée aventure, et que elle s'arrête jamais en fait, et que continuellement, bah, si on perd cette flamme qu'on avait parce qu'on était jeune ou qu'on avait parce qu'on était insouciant, bah, on peut toujours la retrouver. C'est un beau message. Merci beaucoup. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur Insta tous les jours. C'est quoi ton Insta ? Mon Insta, c'est Juliette Jasmin. Et sur mon blog. C'est quoi ? Juliette Jasmin. Pareil, .fr ? .com. .com. Ah bah oui, parce que tu fais de l'international. Attends. Juliette, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était vraiment cool. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment sympa. Ça y est, c'est fini. Déjà, ce que je retiens, 3 choses. En 1, conscientiser ses propres blocages. Débloquer ses freins passe toujours par faire quelque chose de nouveau. Et parfois, totalement différent. En 2, la vulnérabilité est une force. Et en 3, n'attends pas d'être validé pour faire ce que tu as envie de faire. Fonce, comme d'hab quoi.
Chucky Beat Production.